pour l'enregistrement? C'est bon, c'est parti. Super. Merci beaucoup, Manuel. Bon, mais je reprends peut-être quelques éléments. Bonjour à tous et toutes, déjà. Effectivement, je m'appelle Anna Barry. Je travaille, j'enseigne et je fais de la recherche en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Bordeaux. Je suis docteur depuis 2018, qualifiée maître de conférence en 70e section depuis 2020 et je suis depuis un peu plus d'un an en post-doctorat, donc sous la responsabilité de Christophe Rouanet au sein de l'Open Lab qui s'appelle Impact, effectivement, qui est un dispositif ouvert qui a été créé dans le cadre du projet New Deal et dont la mission principale, c'est d'accompagner la transformation pédagogique qui est à l'œuvre dans notre université et d'en mesurer les effets sur les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Voilà. Donc, j'ai réalisé une thèse sous la direction du professeur Bernard Sarrazy et le contenu de la conférence que je vais assurer aujourd'hui s'appuie sur les résultats de ce travail de thèse qui a été mené sous contrat doctoral entre 2015 et 2018. Alors, la thèse, elle s'intitule assez simplement « Manière d'enseigner et manière d'apprendre ». Un petit peu moins simplement, une étude des phénomènes de sensibilité au contrat didactique chez des étudiants de licence 3, une contribution anthropodidactique à la pédagogie universitaire dans les sciences humaines et sociales. Il faut prendre sa respiration avant de le faire. L'enjeu de cet exposé aujourd'hui va être de vous présenter un petit peu les principaux résultats de ce travail et les différentes articulations de cette thèse et d'en discuter ensemble. En guise d'introduction, avant de commencer et surtout pour introduire le concept de sensibilité au contrat didactique sur lequel je serai amenée à revenir, et qui est au cœur donc, de mon travail, je vous présente cette planche humoristique qui a été réalisée par Fabrice R. Et je vous laisse un petit instant, peut-être que vous connaissez Fabrice R qui fait régulièrement des illustrations humoristiques en lien avec l'enseignement. Je vous laisse juste le temps de la découvrir. Donc, cette image, quand on regarde cette image, on se pose la question de cet étudiant, de cet élève ici, n'a-t-il pas cru bien faire cet élève qui, tentant de mettre sûrement toutes les chances de son côté pour réussir, restitue dans son devoir tout ce qu'il pense avoir appris. Pour amusant que soit ce dessin, il me semble, au-delà de la seule ambition humoristique, soulever des questions que je crois assez fondamentales dans le champ de l'enseignement, en mettant en lumière les effets possibles de l'acte d'enseigner et de celui d'apprendre. Comment est-ce qu'on montre à l'enseignant que l'on a bien appris sa leçon? Comment expliquer à l'élève, à l'étudiant, que ce n'est pas seulement ce qu'on attend de lui? Tout l'enjeu de mon travail de thèse a été l'occasion d'essayer de comprendre et d'expliquer l'ajustement des postures, parfois paradoxales, dans lesquelles se retrouvent donc les deux protagonistes de cette situation. Alors, comme on l'a vu dans le sous-titre de ma thèse, son sujet s'inscrit dans un champ émergent qui est celui de la pédagogie universitaire. J'aimerais d'ailleurs mieux parler de pédagogie de l'enseignement supérieur, pour être un petit peu plus englobant. Actuellement, l'université, elle fait l'objet de nombreux débats et de réformes et au cœur des préoccupations, la question de la réussite des étudiants. Jusque dans les années 90, on a plutôt eu tendance à placer les facteurs prédicteurs de la réussite ou de l'échec. D'ailleurs, on a eu tendance pendant un temps à parler de la lutte contre l'échec. Maintenant, on a plutôt tendance à parler de la promotion de la réussite. Donc, on a eu tendance à placer ces facteurs prédicteurs de la réussite du côté de caractéristiques propres à l'étudiant, par des facteurs d'ordre socio-économique ou psychologique, comme par exemple son parcours scolaire antérieur, sa CSP, sa motivation, etc. Depuis les années 2000, il y a un glissement qui s'est opéré et la focale de la recherche s'est resserrée sur ce que font les étudiants, sur les tâches qui composent ce que Coulon appelle le métier d'étudiant ou encore ce que Lahire appelle les manières d'étudier. Et ce n'est que plus récemment que quelques travaux, encore peu nombreux, en tout cas encore peu nombreux en 2018 au moment de cette thèse, ont commencé à pointer la nécessité de s'intéresser à des conditions plus situationnelles, pédagogiques par exemple. On va formuler l'hypothèse alors que les pratiques enseignantes peuvent jouer un rôle dans la promotion de la réussite. Alors, à l'heure où l'université est soumise à une réelle
Injonction à repenser sa pédagogie, à renouveler ses pratiques, par le recours notamment à des dispositifs innovants, issus essentiellement de la pédagogie universitaire numérique, le cours magistral est fortement décrié. Et à plus forte raison depuis maintenant 2 ans avec la pandémie que nous avons traversée. Pour ne reprendre que des termes qui sont issus de mes recherches, il est présenté comme ce format magistro-centré, en passe de devenir obsolète, inadapté, inefficace, inadéquat, voire même accusé par certains de facteur d'échec. Je vous partage un autre exemple que je crois assez emblématique de l'idéologie ambiante relative au cours magistral. C'est un extrait d'entretien qui a été réalisé en juin 2015, une pré-enquête, en fait, c'était pour réaliser mon contrat doctoral, c'était une pré-enquête pour monter mon projet de thèse pour le contrat doctoral, par entretien exploratoire qui a été mené auprès de figures représentatives de la pédagogie universitaire d'une grande université française et qui m'a permis de rencontrer ici le responsable de l'organisation des enseignements et des formations. Et alors que je l'interrogeais sur les motifs qui, selon lui, justifient la place aujourd'hui accordée à la pédagogie universitaire, mais également sur les fonctions qui lui sont associées, l'enquêté me répond. Ce que l'on fait est en passe de devenir obsolète, à la fois parce que les contenus changent et parce que les pratiques changent. Les contenus, pour simplifier le savoir, commencent à être partout. Le savoir est surabondant. Et puis les étudiants, aujourd'hui, ils sont habitués. Il faut que ça aille vite. Passer 2 heures dans un amphi, s'il ne se passe rien, ça ne va pas faire longtemps. Surtout quand il suffit de cliquer pour avoir l'info. La seule façon que l'on a de continuer à exister en tant que transmetteur du savoir et formateur, c'est d'être capable, certes, de mettre en évidence la pertinence de notre contenu, mais c'est aussi d'être bon sur la forme et pas qu'en mettant des trucs qui tournent sur des diaporamas, mais en ayant des pratiques pédagogiques qui soient adaptées au fonctionnement quotidien des étudiants. Aujourd'hui, n'importe quel étudiant qui arrive, il zappe, il change de média, il fait 2 choses à la fois. Mais par contre, il ne faut pas que ça dure trop longtemps si ça ne sert à rien. Donc, de fait, la pratique pédagogique, telle qu'on l'a fait, très descendante, traditionnelle, elle a vécu, elle a fait son temps. Et puis, avec la massification, il faut renouveler les pratiques. On est condamné à inventer d'autres formes pédagogiques pour être capable de gérer les flux. Le savoir, ça ne se résume pas à un clic. Par contre, il faut prendre en compte que le clic existe. L'enquêté semble nous dire que les dispositifs pédagogiques mis en place à l'université doivent s'adapter aux habitudes d'usage des formats de communication des étudiants. Et plus tard dans l'entretien, d'ailleurs, il va évoquer l'utilisation par certains enseignants, par exemple, des boîtiers de vote interactifs pour, je cite, capter l'attention des étudiants ou stimuler leur motivation. Ces exemples me semblent assez emblématiques des discours souvent à l'origine de principes pédagogiques numériques aujourd'hui soutenus au cœur de la réflexion sur la pédagogie universitaire. Ils mettent en évidence, je crois, entre les lignes, une sorte de distinction implicite entre, d'un côté, le cours magistral traditionnel, tel qu'il est généralement rencontré à l'université, et de l'autre, une forme plus novatrice, alternative, innovante et moins répandue de faire cours à l'université. Tout se passe comme si, avec cet engouement, pardon, je suis en train d'essayer de changer la diapositive, ça ne marche pas. Pourquoi la diapositive ne répond plus? Peut-être enlever le diaporama et le remettre. Ouais. Je le remets. Vous le voyez là? On voit le diaporama, mais pas en mode... On voit ton écran. Oui, oui, oui. Ça ne marche pas. On est sur la citation. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas changer. Là, c'est bon? On est sur la citation de... Ici, c'est bon, oui. C'est bon. Super. Je vous disais donc, tout se passe comme si, avec cet engouement pour l'innovation, tout ce qui fut était maintenant obsolète. Ça me rappelle un petit peu la réunion qu'on vient de faire 1 heure avant. Et tout dispositif nouveau, entre guillemets nouveau, généralement numérique, était nécessairement pertinent dès lors qu'il emprunte à l'innovation. On retrouve peut-être, je crois,
idée dans les propos de Brigitte Albero. Dans une vidéo dont je vous ai mis le diaporama, je pourrais partager ce diaporama. Elle nous dit « Il me semble important de s'interroger sur les héritages socio-historiques et culturels qui sont les nôtres. Je suis frappée de voir que souvent la recherche à propos des objets techniques est une recherche ahistorique. Avant soi-même, il n'y a rien eu. Au fond, l'une des caractéristiques de l'innovation, c'est de vivre dans le présent. Et on voit comment cette manière de penser les choses va bien avec une certaine manière de vivre. Et pourtant, c'est bien la socio-histoire qui nous constitue. » J'ai envie de faire le parallèle ici avec une citation de Durkheim. N'était-il pas un petit peu précurseur lorsque, dans Éducation et sociologie, il commentait les propos de Rabelais en des termes qui, je crois, font sensiblement écho à ceux de Madame Albero. Il nous dit « La culture pédagogique doit donc avoir une base largement historique. C'est à cette condition que la pédagogie pourra échapper à un reproche qu'on lui a adressé et qui a fortement nui à son crédit. Trop de pédagogues, et parmi les plus illustres, ont entrepris d'édifier leur système en faisant abstraction de ce qui avait existé avant eux. » Et je complète, par ce que dit Durkheim, le traitement auquel Ponocrate soumet Gargantua avant de l'initier aux méthodes nouvelles est sur ce point significatif. Il lui purge le cerveau avec l'élébore d'Isir, de manière à lui faire oublier, je cite, tout ce que lui avaient appris ses antiques précepteurs, c'est-à-dire, c'est dire sous une forme allégorique que la pédagogie nouvelle ne devait rien avoir de commun avec celle qui avait précédé. Mais c'était du même coup se placer en dehors des conditions du réel. L'avenir ne peut être évoqué du néant. Nous ne pouvons le construire qu'avec les matériaux que nous a légués le passé. Un idéal que l'on construit en prenant le contre-pied de l'état des choses existant n'est pas réalisable puisqu'il n'a pas de racine dans la réalité. D'ailleurs, il est clair que le passé avait ses raisons d'être. Il n'aurait pu durer s'il n'avait répondu à des besoins légitimes qui ne sauraient disparaître totalement du jour au lendemain. On ne peut pas faire aussi radicalement table rase sans connaître des nécessités vitales. Voilà comment il se fait que la pédagogie n'a trop souvent été qu'une forme de littérature utopique. On ne s'étonnera donc pas que dans ce contexte où l'ancien est délaissé au bénéfice du nouveau, et plus précisément du novateur du coup, le cours magistral soit sévèrement montré du doigt. La doxa à ce sujet s'en est donnée à cœur joie, et une rapide revue de la question montre que le cours magistral est régulièrement présenté ainsi. Un enseignant détenant le monopole du savoir et récitant un monologue qu'un auditoire, s'il n'est pas endormi, prend mécaniquement en note. L'argument généralement avancé en faveur d'une transformation du cours magistral consiste à dire pourquoi assister à ce que Alté appelle un monologue expressif lorsque l'on peut le suivre chez soi via un MOOC. Un second argument en soutien du premier avance que l'outil Internet et l'accès massif et immédiat aux informations, je dis bien aux informations, plus qu'aux connaissances ou au savoir, qu'il permet, désempare l'enseignant de son utilité didactique. Pourquoi aller écouter un enseignant lorsque le savoir est accessible par un simple clic, partout et tout le temps, nous disait tout à l'heure Franck Hété. D'aucuns reprochent au cours magistral la passivité dans laquelle il maintient les étudiants et ainsi son manque d'efficacité. On peut lire ici « Lectures aren't just boring, they're ineffective too ». On peut traduire par « En plus d'être complètement ennuyeux, les cours magistraux sont moins efficaces ». Voici ce qu'affiche le magazine Science en mai 2014. On propose alors d'introduire dans les salles d'amphithéâtre divers instruments qui transforment la fonction, les formes du cours magistral, dont la visée affichée est généralement de stimuler l'attention, la participation des étudiants, etc. Donc le cours magistral est décrit comme un format dépassé qui n'aurait pas réellement évolué depuis les premières universités médiévales. On aurait donc deux espèces de conceptions qui s'affrontent. D'un côté, le cours magistral que l'on désigne comme une méthode d'enseignement traditionnelle et qui s'opposerait à, de l'autre côté, des pédagogies actives et innovantes. Face à ce constat, on peut légitimement se demander, est-ce que ce serait la fin du cours magistral? Un cours supposément désuet, inadapté à son temps, à son public. Est-ce qu'on doit prédire la mort du cours magistral? Je n'irai pas jusque-là, je pense au contraire que le cours magistral a encore de beaux jours devant lui. Plus fondamentalement, au-delà d'interroger les éléments empiriques sur lesquels s'appuient de telles affirmations, je pose une question qui est assez simple en apparence, mais je crois bien plus complexe dans ses enjeux. Qu'est-ce que l'on entend finalement par cours magistral? Est-ce qu'il est aussi homogène que le laisse penser la littérature actuelle? J'ai émis l'hypothèse que, sous l'apparente tradition du cours magistral, se cache une forte hétérogénéité des méthodes de transmission des savoirs.
quand bien même il s'agirait d'un monologue expressif, comme dit Alté, lors duquel l'enseignant serait le seul locuteur face à un amphithéâtre d'auditeurs prenant des notes. Plus fondamentalement, l'idée forte que j'avance dans cette thèse, c'est que ces manières d'enseigner ne seront pas sans effet sur les manières d'étudier des étudiants, et notamment sur leur manière de se mettre en règle au moment des examens. Pourquoi ces hypothèses? Premièrement, il n'est pas déraisonnable de penser, d'une part, que l'étudiant ne produira pas le même style de prise de notes selon le contexte du style d'enseignement dans lequel il se trouve. Et d'autre part, j'ai formulé l'hypothèse que les styles d'enseignement peuvent avoir des effets sur la manière dont l'étudiant fera usage de ce qui lui aura été enseigné au moment de montrer, et j'emploie le verbe montrer au sens wittgensteinien du terme, à l'enseignant ce qu'il en a compris. Je fais l'hypothèse que le bon étudiant, avec des guillemets, serait celui qui serait capable d'articuler la logique de la restitution, dont la seule manifestation s'avère assez insuffisante pour constater l'apprentissage, avec une logique de la décontextualisation. Je vais y revenir après. Dans le sillon donc, des travaux qui sont issus de l'approche anthropodidactique, la thèse prend en compte ici le rôle du contexte, et plus spécifiquement ici du cours magistral, qui sera compris comme un milieu de l'étude, un milieu au plein sens de la théorie des situations de Brousseau. Le rôle donc du contexte dans les positionnements didactiques des étudiants, à l'égard des attentes implicites des enseignants. Ces attentes sont implicites puisqu'elles sont contenues dans ce contrat didactique qui s'établit. Brousseau nous dit bien que le contrat didactique renvoie à cet ensemble d'attentes implicites et réciproques entre un enseignant et un élève. Et ces dispositions estudiantines, ces manières dont les étudiants se positionnent, la manière dont l'étudiant répond, ou plutôt essaie de répondre aux attentes de l'enseignant, comme on l'a vu dans la planche de Fabrice R, sont analysées en termes de sensibilité au contrat didactique. Je crois que cette thèse présente une double originalité, non seulement par son sujet d'étude, peut investiguer, aborder la question de la réussite universitaire sous l'angle des effets des styles d'enseignement en cours magistral, mais également par le mode d'étude qu'elle mobilise et la transposition du cadre d'approche anthropodidactique au milieu universitaire. Alors, en résumé, la problématique de mon travail peut s'énoncer ainsi. Les manières d'enseigner peuvent-elles infléchir les phénomènes de sensibilité au contrat? Quel rôle jouent les styles d'enseignement dans l'infléchissement des logiques de restitution et de décontextualisation des étudiants? Et quel lien cela entretient-il avec la réussite? Je précise quand même, avant de rentrer dans la méthodologie, que je distingue donc la logique de restitution, qui consiste donc à mobiliser des choses apprises, à la logique de décontextualisation, qui consiste à certes mobiliser des éléments appris, mais pour répondre aux exigences d'un contexte nouveau, d'un nouveau milieu, qui n'a pas été vu en cours, celui par exemple du sujet d'examen. L'apprentissage, on le sait, se manifeste toujours en situation, et plus précisément en situation nouvelle, puisqu'un enseignant ne peut constater l'apprentissage, que si l'étudiant fait montre d'un usage particulier, nouveau, original de ce qu'il a appris, et pas seulement s'il restitue mécaniquement quelque chose qu'il a déjà vu. Alors, comment je m'y suis prise pour soumettre ces questions et ces positionnements théoriques à l'épreuve des faits? On va dire de façon modulaire et systémique. Successivement, cette thèse, elle mobilise 3 objets d'étude: les pratiques pédagogiques, les prises de notes et les copies d'examen. À la suite d'une typologisation de chacun de ces 3 objets, j'ai ensuite examiné les liens qu'ils entretiennent entre eux à l'intérieur d'un système. Donc, pour le dire en peu de mots, mon travail de recueil et d'analyse de données s'est fondé sur une dialectique entre qualitatif et quantitatif. Donc, observation ethnographique sur tout un semestre, de cours magistraux, mais aussi de situations plus informelles, administration d'un questionnaire à l'ensemble de la promotion d'étudiants, les interrogeant sur différents aspects de leurs conditions étudiantes, analyse de leur prise de notes et de leur copie d'examen, statistiques multidimensionnelles et ensuite entretien auprès des étudiants et des enseignants. Cette méthodologie a essayé de relever le défi d'un traitement tout à la fois statistique et qualitatif. Ces 2 aspects, ces 2 modalités de traitement ont été orchestrés selon une dialectique méthodologique permettant de donner chair à la fois aux résultats statistiques et de conférer aux observations ethnographiques consistance et robustesse. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et d'aborder maintenant les principaux résultats obtenus à la suite de cette recherche. Alors, afin d'étudier les effets des styles d'enseignement sur les pratiques estudiantines, j'ai procédé, je vous disais, à 3 typologisations. Commençons par la typologie des styles d'enseignement. Sur la base de mes observations et des entretiens, j'ai déterminé un certain nombre de variables
pour vous donner un petit peu le détail, 26 variables que j'ai ensuite regroupées selon 5 dimensions. Les supports que l'enseignant utilise pour faire cours, la structure du cours, l'ouverture des interactions entre l'enseignant et les étudiants, l'éloquence avec laquelle l'enseignant s'exprime et la logique didactique propre au cours. Ces variables, que je ne détaille pas ici, constituent des indicateurs qui permettent de décrire et de dresser des profils, et c'est à partir de ces profils que j'ai effectué des regroupements afin d'établir des styles. Cet ACM ici nous montre comment les individus se regroupent et s'opposent sur la base de ces variables. Et par cette typologie, j'ai caractérisé 3 styles d'enseignement que j'ai qualifiés le style d'enseignement académique, d'évoluant et métis. Je m'explique. Pour le dire rapidement, le style académique renvoie à des enseignants qui suivent de près leurs notes, qui déjà vont avoir des notes, les suivent de près, qui ouvrent assez peu la situation didactique, qui se déplacent peu, qui sollicitent peu les interactions, dont l'éloquence est assez minimaliste, dont le cours suit une structure linéaire et une logique didactique très factuelle. À l'opposé, le style d'enseignement d'évoluant, et je fais référence ici bien sûr à la notion d'évolution chez Brousseau, renvoie à des enseignants dont le cours suit une logique conceptuelle et arborescente. Autrement dit, c'est une manière d'enseigner qui s'apparente presque à une pensée qui serait en train de se construire en live, hic et nunc, ici et maintenant. L'enseignant, qui est généralement sans notes, sans diaporama, va présenter des concepts qui l'illustrent par le recours à de nombreux exemples. Il va ouvrir des onglets qu'il referme petit à petit, ou pas d'ailleurs. Il se permet des digressions au risque de perdre parfois le fil de sa pensée, voire de perdre son auditoire. Bref, c'est une sorte d'improvisation réglée, comme pour reprendre le terme de Pérénou. Et puis le style métis, comme son nom l'indique, est un mélange des deux. Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais un petit peu des deux tout à la fois. Donc ici, si l'enseignant ouvre la situation didactique par des interactions avec les étudiants, ces interactions sont particulièrement cadrées. Elles ont parfois même été prévues en amont. Et le cours va suivre ici une structure linéaire et une logique beaucoup plus factuelle. Cette première typologie constitue une première contribution de ma thèse en montrant que le cours magistral n'est pas un format homogène et qu'il peut se décliner en style d'enseignement. J'ai ensuite analysé et typologisé 884 prises de notes. Une prise de notes étant égale aux notes prises par un étudiant lors d'une heure de cours. Les 3 variables mères, puisqu'à chaque fois j'ai travaillé par étapes et déterminé en arborescence des variables principales, qui sont la retranscription, la lisibilité, la cohérence, et derrière lesquelles se décline encore un certain nombre de variables. Donc là, on a encore 26 variables. Hein. Ce n'est pas volontaire, mais j'en ai encore déterminé 26, qui sont relatives aussi bien à la forme qu'au fond de la prise de notes, permettent de décrire la manière dont l'étudiant retranscrit le discours de l'enseignant et une manière qui est partagée entre littéralité et reconstruction du discours. Mes analyses ont permis de dégager 3 styles de prise de notes, littérale, conceptuelle et intermédiaire. En quelques mots, une prise de notes au style littéral renvoie à un étudiant qui retranscrit de manière rigide, particulièrement exhaustive, fidèle, les propos de l'enseignant, écrivant en général au kilomètre, de gauche à droite et de haut en bas, quitte à produire parfois des contresens ou des répétitions. Je précise, j'y pense, qu'à l'époque, 95% de la promotion prenait des notes à la main, quelque chose qui a largement changé en quelques années. À l'opposé de cette prise de notes littérale, une prise de notes au style conceptuel qui renvoie à un étudiant qui ne retranscrit pas tant des mots qu'il retranscrit des idées. La prise de notes est réagencée, restructurée, les propos sont sélectionnés, reformulés, abrégés, comme si l'étudiant faisait preuve d'une plus grande flexibilité dans la mise en lien des données par une sorte de pré-traitement de l'information, mais qu'il opère in situ, concomitamment au discours de l'enseignant. Mes analyses qui ont comparé les moyennes générales des étudiants selon le style de prise de notes ont montré un lien très significatif entre le style de prise de notes et la réussite. Les étudiants obtenant les meilleurs résultats sont ceux qui produisent des notes particulièrement conceptuelles. Autrement dit, des prises de notes qui, par la sélection, par l'agencement, par la mise en lien, dépassent la simple retranscription rigide. On sait que ces prises de notes constituent des supports de révision en vue des examens.
On peut se demander, par exemple, si la manière dont l'étudiant prend des notes peut présager d'une certaine manière de rédiger une copie. Et je me suis demandé aussi si le style de copie peut rendre compte de la réussite. La copie d'examen est ici considérée comme la manifestation de ce que l'étudiant donne à voir au professeur, de ce qu'il pense avoir compris du cours. J'ai donc examiné les types de postures dans lesquelles les étudiants se placent au moment des examens pour répondre aux exigences supposées des professeurs. Des exigences supposées, comme je vous disais, puisqu'il y a des attentes implicites qui se cachent derrière le sujet d'examen et que ce professeur essaie vainement d'expliciter dans la BD de Fabrice R. Les attentes contenues dans le contrat didactique sont évidemment implicites. Et pour paraphraser Rousseau, si l'enseignant dit à l'étudiant ce qu'il attend de lui, il se prive de l'occasion de constater autre chose qu'une reproduction mécanique, une imitation, nous dit Rousseau, de ce qui aura été demandé. Alors, comment est-ce que l'enseignant y fait? Comment peut-il enseigner sans dire explicitement ce qu'il veut enseigner? Rousseau répond à cette question par l'argument du milieu et de la dévolution. Il nous dit, afin de constater l'apprentissage, l'enseignant n'a pas d'autre choix que de placer l'étudiant dans une situation qui, par l'interaction de l'étudiant avec le milieu, lui permettra de prendre à sa charge la responsabilité de la situation d'apprentissage. Et c'est là la définition de la dévolution, le processus par lequel l'enseignant fait en sorte que l'étudiant prenne à sa charge la responsabilité de la situation d'apprentissage. Pour citer Bernard Sarrazy, il nous dit « Enseigner consistera à créer les conditions du surgissement de cette production par l'élève. » Donc, reproduction, non au sens de la copie, de la répétition de ce que le professeur a dit ou montré, mais bien au sens d'une production nouvelle, dans une situation nouvelle. Et toute la création originale réside dans cette capacité à mobiliser des concepts enseignés, mais en les restituant d'une autre manière que la façon dont ils ont été présentés en cours. La création renvoie donc à cette capacité d'articulation, à cette manière dont l'étudiant mobilise les concepts, marque la jointure entre ce qu'on lui aura enseigné et son usage dans une situation nouvelle. Et c'est bien par cette capacité de décontextualisation, cette capacité à décontextualiser et à recontextualiser les concepts enseignés, que l'étudiant donne à l'enseignant des gages de compréhension, des indices de sa compréhension. Les différences de production des étudiants, je vous disais, ont été interprétées comme des indicateurs du degré de sensibilité au contrat didactique. J'ai réalisé donc une analyse de contenu de 96 copies selon un principe, une méthodologie sensiblement similaire à celle des prises de notes. Autrement dit, une construction de variables arborescentes qui rendent compte aussi bien de la lisibilité de la copie que de la cohérence interne aux propos. Donc, après avoir regroupé ces variables, les copies ont été analysées à l'aune de 3 grandes dimensions, leur profondeur, leur singularité et le lien entre les idées. J'ai dégagé 3 styles de copie, un style de copie restitutif, intermédiaire et décontextualisé. Ces styles permettent de rendre compte soit du profil type de l'étudiant qui témoigne d'une forte logique de restitution, c'est-à-dire en récitant des éléments du cours, certes justes, mais sans lien apparent avec le sujet posé. Et il s'agissait d'ailleurs pour l'ensemble de ces examens de dissertation, de sujets de dissertation, soit d'une logique de création qui consiste à articuler, je voudrais même dire à switcher, pour reprendre un terme de Bernstein, à switcher entre la restitution et la décontextualisation. Donc, autrement dit, en mobilisant des éléments du cours, et même mieux, des éléments extérieurs au cours, pour traiter la question posée, en montrant ainsi à l'enseignant non seulement qu'il a appris, mais surtout qu'il a compris. Les résultats ont montré que le style de prise de notes littérale est significativement lié à un style de copie restitutif. Et la réciproque est également vérifiée, c'est-à-dire que les étudiants en prise de notes conceptuelles ont tendance à produire en examen des copies au style décontextualisant. J'ai réalisé des ANOVA, des analyses de variance, qui montrent également un lien significatif entre le style de copie et la réussite. Donc les copies au style décontextualisant, qui sont signes d'un faible degré de sensibilité au contrat, renvoient aux meilleurs étudiants, tandis que les étudiants aux résultats plus faibles restent englués dans la seule logique restitutive. Ces résultats, qui sont donc relatifs aux prises de notes et aux copies d'examen, apportent une nouvelle contribution, autrement dit, d'écrire des manières d'étudier différentielles permettant de rendre compte de la réussite universitaire. La question que je me suis posée à ce stade de ma recherche est la suivante. Dans quel contexte
ces manières d'agir se manifestent-elles? Ce qui est en jeu ici, c'est le caractère anthropologique de la réussite. Autrement dit, une réussite qui serait liée non pas à des propriétés mentales propres à l'étudiant, mais à des facteurs contextuels. Ma thèse culmine donc sur cette dernière partie qui en constitue la contribution centrale. L'enjeu de cette dernière partie est de montrer le rapport qu'entretiennent les postures estudiantines avec les spécificités des situations d'enseignement. Autrement dit, y a-t-il un lien entre les styles d'enseignement, les styles de prise de notes et les styles de copie? Cela revient à se demander en quoi le style d'enseignement peut renforcer ou invalider un certain type de posture estudiantine. Je vais me limiter à quelques résultats forts, mais je peux d'ores et déjà les résumer ainsi. Il y aurait un effet significatif du style d'enseignement sur les manières de prendre des notes des étudiants et de rédiger des copies. Autrement dit, les productions des étudiants varient selon la situation. Plus précisément, j'ai réalisé des tris croisés et les tris croisés ont montré que dans le contexte d'un style d'enseignement académique, le style de prise de notes des étudiants est fortement littéral. À l'image peut-être d'une sorte de pilote automatique, ou j'aurais envie de l'appeler peut-être aujourd'hui un scripteur automatique, l'étudiant, quel que soit son niveau, retranscrit de manière stricte, exhaustive le discours de l'enseignant, au risque de manquer parfois de cohérence. Seuls les meilleurs étudiants semblent dépasser cette littéralité de la retranscription en y apportant une cohérence qui, malgré l'exhaustivité de la linéarité, fait sens. Dans le contexte d'un style d'enseignement métis, les étudiants produisent des notes au style intermédiaire, ni dans la pure littéralité, ni dans la complète reconstruction du discours. L'étudiant sera dans une posture qui consistera soit à coller à la parole de l'enseignant, une retranscription stricte, soit à s'en détacher légèrement, mais sans pour autant faire preuve d'une forte reconstruction du discours, par des abréviations, des reformulations, etc. Et dans le contexte d'un style d'enseignement dévoluant, on observe typiquement l'étudiant qui restructure, réagence, reformule, abrège, synthétise, annote, fait des flèches, complète, relie, etc. Bref, à l'image peut-être de cet enseignant qui est en train de déployer une pensée, plus que de délivrer un texte, il délivre des idées. Le style de la prise de notes ici est conceptuel. Tout se passe comme si le style d'enseignement d'évoluant pouvait invalider la possibilité d'une retranscription littérale et obliger l'étudiant à reformuler et à sélectionner les informations. Les étudiants se distinguent par la cohérence de leur prise de notes. Les meilleurs restructurent de manière cohérente et les étudiants plus faibles, soucieux de noter ce qui semble important, produisent des notes très peu cohérentes. Concernant les copies d'examen, des analyses bivariées montrent que la singularité, qui désigne l'originalité de la copie, qui désigne la présence de création personnelle, est significativement liée au style d'enseignement, ainsi que l'acte par lequel l'étudiant va essayer de faire des liens entre ses idées. Donc, lorsqu'ils répondent au sujet d'un enseignant au style académique, les étudiants font preuve d'un fort degré de sensibilité au contrat didactique. Ils ne s'autorisent pas ou assez peu les écarts à la règle, pourtant nécessaires pour témoigner de la bonne compréhension d'un concept. Ils vont typiquement être dans cette reproduction au sens de la reproduction, au sens de l'imitation mécanique. Ils vont se limiter seulement à des éléments vus en cours, à les cataloguer. Ils vont juxtaposer des phrases certes justes, mais sans lien apparent entre elles, en employant même parfois des conjonctions de coordination complètement à mauvais escient. Ils cataloguent donc sans faire de lien avec l'actualité ou avec d'autres enseignements ou avec des exemples nouveaux qui permettraient d'illustrer leurs propos de manière originale et singulière. Donc en résumé, ils produisent des copies au style restitutif. Ils font aussi assez peu preuve de réflexion personnelle. Et leur argumentation, que je décris comme décousue, sera plus encline à comporter du hors-sujet, par exemple, ou du catalogage, de la juxtaposition, des raccourcis ou des données inutiles qui sont caractéristiques de l'acte de broder. Tandis que, dans le contexte d'un style d'enseignement métis, l'enchaînement, l'intrication des idées, par exemple, présentent déjà un caractère beaucoup plus cohérent. Et lorsqu'ils seront lus par un enseignant au style d'évoluant, les étudiants font preuve d'un plus faible degré de sensibilité au contrat et d'une beaucoup plus grande flexibilité dans l'usage des concepts. Ils se permettent de donner leur avis personnel, de partager une réflexion, d'apporter des arguments nouveaux, tout en les reliant les uns aux autres par des connecteurs logiques, de faire des liens avec ce qu'ils ont pu voir dans l'actualité pour répondre au sujet ou dans d'autres cours. Bref, ils produisent des copies qui se caractérisent par un style décontextualisant.
Et les étudiants se permettent davantage de montrer explicitement des liens entre des choses vues, ou non d'ailleurs, en cours, et la question qui est posée. Autrement dit, tout se passe comme si un cours fortement transmissif, qui répond à un contrat d'émission-restitution, favorisait la tendance de l'étudiant à se placer dans un rapport répétitif, un usage rigide de la règle. L'étudiant, qui tente très certainement de coller au plus près aux attentes de l'enseignant, s'interdit presque de penser, s'interdit de faire du lien et donc de faire sens, et témoigne ici donc d'un fort degré de sensibilité au contrat. Alors qu'un cours plus conceptuel pourrait invalider ces postures restitutives et obliger l'étudiant, pour reprendre les termes d'un de mes enquêtés en entretien, un enseignant me dit « obliger l'étudiant à comprendre avant de répéter ». La mise en regard de ces différents résultats induit, je crois, certaines implications pour le champ de la pédagogie universitaire. Je voudrais donc maintenant résumer quelques apports de cette recherche afin d'en dégager les enjeux théoriques et praxéologiques. Le premier rapport fort, je crois, de cette thèse réside dans les trois typologisations effectuées. Ces structurations, idéales typiques, bien sûr, je le rappelle, permettent de penser la complexité de l'enseignement universitaire et des manières d'étudier. Elles ont permis, premièrement, d'hétérogénéiser le concept de cours magistral. Derrière le cours magistral se cachent des formes d'enseignement variées, liées à des logiques épistémologiques qui vont colorer de façon singulière la forme de diffusion des savoirs. Donc, hétérogénéiser le concept de cours magistral par cette déclinaison au style enseignement. Et deuxièmement, apporter une connaissance plus approfondie des conditions de l'étude et de certaines stratégies estudiantines. Le second apport vient de la mise en évidence des effets significatifs des styles d'enseignement, un, sur les manières de garder des traces de ces enseignements, et deux, aussi sur les positionnements didactiques des étudiants dans les copies. Ça présente un certain nombre d'enjeux. Tout d'abord, apporter des éléments empiriques à la question des déterminants de la réussite dans un champ que je crois aujourd'hui encore fortement marqué par le militantisme. Proposer une vision contextualisée de la réussite en montrant, premièrement, que la prise de notes des étudiants est une production qui varie selon la situation d'enseignement, et deuxièmement, en éclairant sur des modalités explicatives des phénomènes de sensibilité au contrat par l'entrée des styles d'enseignement. Un enjeu aussi de formation. Actuellement, vous le savez, les universités sont de plus en plus soucieuses de la formation pédagogique des maîtres de conférences, et ce travail peut contribuer de façon significative à cette formation en permettant peut-être aux actuels formateurs d'avoir une visibilité plus claire des partages de responsabilités qui sont contenus dans une situation d'enseignement, et en rappelant le rôle de l'enseignant dans la création et l'organisation des conditions qui sont propices à la dévolution. Et enfin, lié à ce dernier enjeu, un enjeu praxéologique, je dirais, je parle à un moment dans mon travail de ce que j'ai appelé l'étudiant didacticien, cet étudiant qui va essayer d'ajuster ses stratégies aux attentes supposées des enseignants. Ce travail peut rappeler le rôle des acteurs de la pédagogie universitaire dans le renforcement ou dans l'infléchissement de certaines stratégies d'études, et pourquoi pas dans la création ou le maintien d'une certaine culture de la réussite perçue non pas comme un but ou une finalité, mais comme une conséquence. Et pour faire le lien avec cette idée, avant de conclure, je vous partage cet extrait avec l'un des enseignants de mon échantillon et qui nous dit « La question de la réussite, c'est un discours des politiques qui nous contraint. Avec l'accréditation, on est soumis à des contraintes très pragmatiques. Les étudiants ont la possibilité de compenser leurs notes entre chaque UE dès les premières sessions. Je dis souvent, c'est hyper difficile d'échouer à sa licence, et ça, c'est dommage. En fait, la réussite, je ne l'entends pas de la même façon que les politiques. Pour moi, sa licence, ce n'est pas avoir sa licence, paradoxalement. Réussir, c'est rentrer dans ses connaissances, être à l'aise avec un certain type de savoir, des manières de faire et de penser liées aux questions éducatives et de diffusion des savoirs. Un étudiant qui arrive à acquérir ces manières de concevoir, pour moi, il réussit. Et avoir sa licence devrait être une conséquence des connaissances acquises. Parfois, l'espèce d'obnubilation à ce qu'ils aient leur diplôme, paradoxalement, nuit à l'acquisition de ces connaissances. Il faut que les étudiants qui sortent de chez nous sachent se positionner intelligemment par rapport aux questions qui et pas en prétendant mettre au pas les professeurs, les familles ou même les politiques, parce qu'ils auraient acquis deux savoirs dans la discipline. En conclusion, je dirais que certes, cette thèse ne permet pas d'éclairer évidemment tous les déterminants de la réussite étudiante.
dont l'extrême complexité ne saurait être sérieusement mise à l'étude dans un travail scientifique, mais elle peut en revanche prétendre contribuer significativement à mieux comprendre non seulement pourquoi une proportion non négligeable d'étudiants ne réussit pas, alors même qu'ils se montrent assidus aux enseignements et qu'ils engagent par ailleurs un travail personnel régulier et conséquent, mais elle montre surtout comment certaines manières d'enseigner peuvent infléchir significativement les destins de ces étudiants qui se fourvoient en pensant qu'il suffit seulement de mémoriser les contenus des enseignements et de les restituer lors des évaluations académiques pour satisfaire aux attentes de l'institution. Le cadre théorique anthropodidactique qui a été mobilisé procède d'un postulat selon lequel toute situation de diffusion des savoirs est doublement structurée, anthropologiquement et pédagogiquement. Autrement dit, la compréhension de ce qui font les diffuseurs et leurs destinataires exige l'étude des divers systèmes d'assujettissement auxquels ils sont les uns comme les autres soumis. En effet, d'une part, une situation d'enseignement se noue toujours autour d'un projet de diffusion d'un savoir et affecte en cela des positions didactiques aux agents impliqués par ce projet de diffusion, indépendamment de leurs caractéristiques psychologiques, culturelles, affectives, sociales, etc. D'autre part, cette situation est toujours anthropologiquement située. En cela, elle exige de ces agents manière d'être, de penser, de faire, d'agir, spécifiques à la culture universitaire et plus particulièrement à la culture disciplinaire. Je crois que ma thèse permet de le montrer. Les formes d'organisation des enseignements magistraux peuvent varier considérablement d'un professeur à l'autre, y compris dans la forme classique du cours magistral, dont j'ai montré le caractère extrêmement hétérogène. Enfin, les étudiants ne sont pas des apprenants asociaux, vierges de toute influence dans leur rapport à l'étude. Et on sait bien maintenant combien ces différents arrière-plans peuvent déterminer leur manière de s'inscrire dans ces situations et d'envisager la manière la plus adéquate pour satisfaire aux exigences de leurs professeurs. Donc, tel est in fine ce que mon travail a permis d'élucider. Comment comprendre que certains étudiants s'interdisent en quelque sorte de penser, c'est-à-dire de faire des liens, de prendre des risques dans l'usage qu'ils sont conduits à faire des concepts qui leur ont été enseignés. Une réponse simple aurait consisté à affirmer que certains ne sont pas doués, car trop englués dans le travail lourd et laborieux de l'étude. Et l'autre alternative est d'envisager les histoires sociales et les conditions pédagogiques des constructions de ces postures étudiantines. Et c'est la voie que j'ai retenue. On voit bien que la transmission des savoirs à l'université et la réussite des étudiants apparaissent ici comme des questions bien plus complexes que l'injonction qui consiste à se dire qu'il conviendrait d'utiliser des diaporamas ou des boîtiers de vote pour stimuler l'attention des étudiants et promouvoir leur réussite. Je le redis, il va de soi que ce travail n'a aucune visée prescriptive, mais je crois qu'il peut permettre de nourrir de façon consistante le champ foisonnant de la pédagogie universitaire en rappelant le rôle des styles d'enseignement dans les positionnements didactiques des étudiants. Je pense que le défi de notre université de demain est, avant de répondre à l'injonction à l'innovation à laquelle elle est soumise, de réfléchir à l'organisation des conditions propres à la dévolution, en favorisant chez les étudiants cette logique qui consiste, comme je l'ai cité tout à l'heure, à comprendre avant de répéter. Donc, est-ce qu'on doit prédire la mort du cours magistral ? Non, je ne crois pas. Et ce travail et cette présentation, je l'espère, au contraire, aura tenté de rappeler son caractère éminemment vivant, autrement dit, l'espace de vie des concepts, le lieu de la force des idées, le milieu propice à l'émergence de la pensée, générant et généré par la créativité. Je ne céderai donc pas au pessimisme dont on a parlé en début, j'en ferai au contraire un espoir d'éducabilité et une sorte d'ode à l'innovation. Je vous remercie de votre attention.